Du coup, on va se faire une petite présentation. Du coup, on est deux. Moi, je m'appelle Wally. Du coup, je suis admin 6 à la base. Enfin, j'ai fait de l'autodidacte et j'ai été pris la première année à 42. Et du coup, j'ai passé mes diplômes d'administrateur système et réseau et j'ai bossé en tant qu'admin 6 dans plusieurs boîtes. Voilà, moi c'est Olivier Cervello, donc je suis DevOps à la base, de formation école d'ingé en électronique. J'ai passé pas mal de temps à Chicago où j'ai fait du DevOps pendant 2 ans, suivi d'un job de consultant cloud pour Google pendant 4 ans. Et en fait, à l'issue de mon parcours pro, j'ai commencé à faire de la sécu un peu sur le tard, pareil, un peu en autodidacte. Donc Wally, c'est mon ami d'enfance, hein, donc ça fait un moment qu'on voulait lancer une boîte ensemble, et donc là, on s'est lancé. Et donc là, on a lancé une boîte qui s'appelle Freelabs. Et le premier outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, du coup, c'est C14. Et on va dire, c'est l'outil open source qu'on va release pour les pentesters avant de commencer à faire des choses commerciales dans notre boîte. Donc vas-y, je te laisse. Voilà. Du coup, on est une boîte de pentest. On propose nos services de pentest des boîtes d'informatique pour pas être trop long. Euh, Du coup, on a créé C14 parce qu'en fait, en commençant la sécurité par exemple des box sur Hack2Box, etc., on s'est rendu compte que, il y avait plein d'outils qui étaient trop bien, mais qui avaient tous leurs options différentes, des CLI différentes, qui étaient plus ou moins flexibles avec des inputs et des outputs qui étaient tous différents. Et en fait, on s'est dit, mais c'est horrible, on doit apprendre tous les outils par cœur, connaître toutes les commandes par cœur, les taper une par une, alors que toutes les options sont différentes. Et du coup, c'est là où on a eu l'idée de créer Secator en se disant, bon, comment on va utiliser tous ces outils et les unifier et avoir un output similaire et qui va permettre de les réutiliser pour plus de flexibilité et aussi perdre moins de temps parce qu'on avait vraiment l'impression de perdre du temps entre les outputs différents, réutiliser des commandes, etc. Et du coup, on s'est dit, il faut un outil pour tous les gérer. Et, euh, et du coup, c'est là où on a eu l'idée de créer C14 et de faire un outil qui mutualisait tous les outils qu'on utilisait au quotidien. Voilà. Du coup, C14, c'est une CLI et par l'idée, on en a fait un couteau suisse, du coup, de sécurité. C'est un task runner et un workflow runner et du coup, qui permet de combiner plusieurs tasks à l'intérieur de workflow. Euh, Nous, on est plutôt parti sur l'utilisation d'outils open source parce que du coup, on est tous les deux, on n'a pas de financement et du coup, on s'est dit, on va pas payer super cher des outils et du coup, l'idée de l'open source est tellement bien que on s'est dit, on reste dans ça et du coup, on crée notre outil et on va pas vendre un outil super cher comme des boîtes peuvent faire et on préfère donner un outil open source pour que tout le monde puisse l'utiliser et participer. Et c'est l'idée de notre entreprise aussi. Du coup, il est facilement modulable et il est extensible. Du coup, c'est facile d'ajouter des tasks et c'est facile de créer des workflows. On vous expliquera après dans la continuité de la présentation. Euh, et surtout, on voulait un outil qui était scalable, qui pouvait attaquer plusieurs surfaces, de nombreuses tâches en même temps et essayer d'avoir une vitesse qui était suffisante pour pas non plus perdre trop de temps. Alors, du coup, ces 14, ce que j'ai pas dit avant d'ailleurs, c'est qu'on fait une petite presse de 25 minutes, de 20 minutes de slide, et après on vous fait une démo concrète sur des sites. Euh, donc vraiment, le plus important pour nous, c'était de réduire la charge mentale, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas apprendre 50 milliards d'options, alors qu'en fait, ils utilisent toutes les mêmes options et que du coup,
pour un rate limit à prendre pour tel outil -RL, pour un autre, c'est rate-limit, et etc. Du coup, on s'est dit que ça, c'était vraiment un truc horrible dans la sécurité et dans les outils qu'on utilisait. On avait aussi un truc de répéter tout le temps les mêmes tâches, alors qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de tâches qui sont automatisables. Et c'est là où on s'est dit, C14, ça va avoir une réelle importance. On voulait forcément augmenter notre productivité et du coup perdre moins de temps, arrêter de se répéter et réduire la charge mentale pour pouvoir être un peu plus productif et perdre moins de temps. Et dans l'idée, on voulait surtout garder tout organisé. C'est-à-dire que on voulait chercher de la même manière, trier et analyser et organiser les résultats d'une manière unifiée parce que c'est là-dedans qu'on a le plus de perte de temps. Euh, du coup, on a quatre piliers qu'on va vous présenter. Du coup, les options mutualisées et le schéma d'output pour tous les outils. Euh, donc pour du fuzzing, par exemple, on va prendre l'exemple du fuzzing. On peut voir les commandes sans sécator du coup à gauche et avec sécator à droite. Du coup, on s'est rendu compte que par exemple FE, Ferrocbuster, Recherche, c'est des outils de fuzzing. Et comme j'expliquais avant, donc par exemple les MC, on voit que les commandes sont les mêmes, mais pour le rate limit, par exemple, il y a rate et il y a max rate. Et du coup, c'était exactement ça. Donc, pareil pour les proxys, par exemple, on adapte les proxys différemment selon les outils. Et ça, c'est vraiment le truc qui nous a sauté aux yeux directement. Et du coup, si on prend par exemple Ferrobuster, euh, on vous expliquera le X après, mais du coup, avec C14, on a créé on a implémenté l'outil Ferrobuster dans C14 et tous les options mutualisées on a réduit les alias. Et du coup, que ça soit pour FF, que ça soit pour Ferocbuster ou de recherche, par exemple, le rate limit sera, l'option rate limit sera -RL. Pareil pour les proxys, du coup, ce sera un "-p" plutôt que reproduire les schémas précédents dont je parle, créer un "-X Tor proxy avec le port ou SOC 5, deux points slash leur proxy, etc. Et du coup, on a créé un alias qui est "-p et où on peut choisir du coup proxy chain, un proxy automatique et voilà. Et pareil pour les wordlists, etc. Mais on va vous présenter ça dans la suite. Ce qu'il faut retenir là, c'est que en fait, C14 va nous permettre de mapper des options de plusieurs outils différents, mais qui font à peu près la même chose. Alors, vous me direz pourquoi on utilise trois faiseurs, par exemple. On utilise trois faiseurs tout simplement parce que il y en a qui trouvent des trucs que d'autres ne trouvent pas. Feroxbuster a par exemple agit de manière complètement différente d'un FF ou d'un Dear Search. Donc l'idée, en fait, pour nous, c'était déjà de prendre tous les sets d'input de ces outils et par catégorie, mutualiser les options et faire en sorte qu'en fait, on puisse tous les lancer de la même manière sans avoir à se rappeler individuellement de chaque option. Donc ça, c'est un peu l'idée de construire une base qui va nous permettre derrière de construire des workflows. Donc je vais en parler juste après. Et sachant que les options des workflows, en fait, seront les mêmes que celles des tâches individuelles et s'appliqueront à chaque tâche individuelle qu'on va lancer, qui font partie des workflows. Donc là, sans attendre plus, je vais vous montrer ce que c'est qu'un workflow. Donc, imaginons qu'on est sur une target, sur un bug bounty, et on est en train d'étudier un domaine en particulier. Donc là, on a pris exemple.com, hein. On étudie exemple.com. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va lister l'ensemble des sous-domaines de exemple.com. Donc peut-être qu'en parallèle, on va lancer un petit nucléi avec certains tags qui nous permettent de trouver des subdomaines takeover ou des choses comme ça. En parallèle de ça, donc on va trouver la liste des sous-domaines avec Subfinder et derrière, on va lancer un petit HTTPX sur chaque sous-domaine pour voir s'il y a un serveur HTTP qui tourne et si le sous-domaine est up d'un point de vue HTTP, quoi.
Et donc, en fait, ces trois tasks-là, pour chaque bug bounty, on va lancer ces trois tasks-là, quoi. Donc, en fait, ces trois tasks peuvent se résumer, peuvent se mettre dans un workflow. Et au lieu de se mettre à taper des commandes de 10 lignes à chaque fois, et ben on va se mettre à mutualiser et à rassembler toutes ces tasks dans des workflows qui sont des fichiers YAML, hein. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est un fichier YAML. Et on va lancer ce fichier YAML sur notre target, tout en gardant de la flexibilité dans les options qu'on peut lancer et qui s'appliqueront à chacune des tasks. Donc par exemple là, le nucléi, il devient juste une entrée en fait dans le workflow, dans le YAML du workflow. Et on voit qu'on abstrait en fait toutes les autres options qui sont, on va dire, contexte dépendantes. C'est-à-dire que un rate limit, un proxy, une concurrence, etc., ça va dépendre du contexte que vous étudiez. Il y a certains domaines qui vont vous demander d'avoir un rate limit de 10 ou de 1000. Et ça va dépendre dans quel contexte vous travaillez. Donc là, on extrait juste les options qui, on va dire, sont immutables, donc qui resteront pour l'exécution de ce workflow. Et toutes les autres options qui sont mutualisées, on va les extraire et on va les mettre dans la commande pour lancer le workflow. Donc en fait, tout ça, là, ça se transforme en une seule commande. Ça va être un C14W pour workflow, le nom du workflow qui est dans le YAML, la target ou les targets. Donc il y a un truc qu'on n'avait pas dit aussi, c'est que souvent les flags pour les targets, c'est différent pour chaque outil. Là, on voit que Nuclei, c'est un "-u" pour passer la target. Subfinder, c'est un "-d" comme domaine, hein, pour passer le domaine. HTTPX, c'est un "-u" pour une seule target, mais quand on passe un fichier texte, ben, c'est "-l". Et en fait, dans ces 14, la target, ça sera toujours votre premier argument de la commande. Donc, soit exemple.com, soit exemple.com, virgule, un autre truc.com, un autre truc.com, virgule, un autre truc.com, soit carrément un fichier texte avec les targets dedans. Donc, l'idée, c'est de simplifier au max et en fait qu'on n'ait pas besoin de se souvenir de toutes ces options-là et qu'on puisse se concentrer en fait sur l'aspect purement technique du pen testing d'enchaîner des tasks et de trouver des résultats. Donc là, on voit un truc, c'est que quand on lance le Subfinder, on sauvegarde la liste des sous-domaines qu'on a trouvés dans un fichier texte. Et derrière, avec HTTPX, on va passer le fichier texte pour prendre cette liste de sous-domaines et essayer de voir si chacun de ces sous-domaines est up. En langage C14 Workflow, on fait un input dynamique et en fait, chaque task émet des objets ce qu'on appelle des output types. Et par exemple, le subfinder émet un objet de type subdomain. Donc subfinder, il va m'émettre, s'il y a 10 sous-domaines, 10 objets de type sous-domaine. Et HTTPX, il va prendre comme input tout ce qui est subdomain.host, donc le nom du host qui correspond au sous-domaine. Il faut savoir que chaque objet qui est émis, c'est l'équivalent d'un dictionnaire ou d'un JSON. Donc il y a plusieurs infos. C'est-à-dire qu'on ne garde pas uniquement ce qui est flat, comme ce qu'on fait quand on lance des commandes, où on garde en général juste le raw input, en fait, la liste des sous-domaines, mais on perd un peu toutes les métadatas qu'il y a autour que Subfinder pourrait trouver, par exemple, d'où viennent ces sous-domaines, c'est-à-dire quelle source on a utilisé pour trouver ces sous-domaines, par exemple. Là, on garde en fait toutes les infos donc en mémoire, mais on verra par la suite qu'on peut les sauvegarder où on veut, en fait. Et là, on va prendre juste tous les sous-domaines, les hosts des sous-domaines, et on va balancer un HTTPX dessus. C'est pour ça que l'input est dynamique avec un underscore, sachant que là, sous chaque task, c'est là où on met les options qui correspondent exactement aux options mutualisées dont on a parlé. Donc là, voilà, pour lancer ce workflow, on a juste à lancer un C14W subdomain recon, le nom de la target et les options mutualisées qu'il y a derrière. Il y a un truc sur les proxys aussi, c'est que chaque outil supporte des proxys, en tout cas tous ceux qu'on a intégrés dans C14 jusqu'à maintenant, il y en a une vingtaine, hein, supportent des proxys, mais chaque outil supporte des proxys d'une manière différente, ou alors différents types de proxys. Donc là, on voulait aussi une factory de proxy qui nous permette de passer juste proxy auto là dans quand on lance le workflow et qui permettent en fait de dynamiquement choisir quel type de proxy va être utilisé suivant la task, suivant ce que supporte la task. Donc par exemple, le Subfinder, je crois pas qu'il supporte les SOC 5 proxy, il supporte que des HTTP proxy. Lui, il va utiliser son HTTP proxy alors que Nuclei et HTTPX supportent le SOC 5 proxy et vont donc pouvoir utiliser ça si on passe le proxy auto.
Voilà pour un premier workflow. Maintenant, on va passer un peu dans le dur, hein. Donc, un workflow un peu plus compliqué. Ça, c'est le workflow qu'on va lancer une fois qu'on a notre liste de sous-domaines, les URL qui répondent, etc. En fait, on va avoir une liste de hosts à analyser. Et sur chaque host, on va devoir lancer un set de tasks, pareil, mais qui sont des tasks différentes de celles qu'on a lancées pour faire du subdomain recon. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on fait en général, hein, donc c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps sur des bug bounty, on va lancer ces tasks-là, en fait. Donc on lance un Naboo pour trouver la liste des ports ouverts qu'on sauvegarde dans un fichier. Derrière, on lance un Nmap sur les ports qu'on a trouvés qui étaient ouverts avec Naboo pour voir s'ils sont vraiment ouverts, parce que Naboo est très rapide, donc il trouve très rapidement la liste des ports ouverts. Et Nmap, en fait, va aller confirmer cette information et nous taguer un peu les ports, c'est-à-dire nous dire quel service tourne dessus. Et aussi, si on passe des scripts, donc là, par défaut, on va passer le vulners, par exemple. Il va nous trouver les CVE un peu associés aux ports qui sont ouverts. Alors par défaut, les scripts comme Vulners, ils sont pas très fiables. La confiance, elle est ridicule parce qu'ils cherchent, en fait, ils mappent pas les CPE, ce qu'on appelle les CPE, c'est-à-dire les identifiants de produits qui tournent sur ces ports-là avec les CVE associés. Donc, il va vous sortir toute la liste de CVE qui sont associés à ces ports-là, enfin ces services-là, sans vraiment se soucier de quelle version tourne actuellement sur quel port. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté en plus, c'est qu'on va faire du matching de CPE. Bon, là, je pars un peu dans les détails, hein. Euh, et ensuite, bon, une fois qu'on a fait du Nmap, bah, derrière, on va aller chercher souvent des serveurs HTTP qui tourneraient sur l'un de ces ports, ou sur tous ces ports-là. Donc pareil, on va aller regarder les résultats d'Nmap dans le XML ou dans la console. Et on va aller écrire tout ça dans un fichier urls.txt. Et derrière, on va lancer du HTTPX dessus. Une fois qu'HTTPX nous trouve une URL vivante, entre guillemets, où il y a un serveur HTTP qui tourne, pareil, on le met dans un fichier texte et derrière, on lance des nucléi sur ces fichiers texte, par exemple. Donc là, l'idée, c'est d'éliminer en fait toutes ces étapes intermédiaires qui, honnêtement, qui nous prennent du temps pour pas grand-chose. Et de dire qu'en fait, dans le workflow, il y a des targets dynamiques et ces targets dynamiques dépendent des résultats des tasks précédentes. Donc là, en l'occurrence, HTTPX, il va prendre tous les ports qui sont émis par Nmap et Naboo. En l'occurrence, juste Nmap parce que ça serait redondant de prendre les deux. Et il va formater en fait ces ports sous la forme host.port et il va feeder ça à HTTPX. Donc là, c'est automatiquement, il n'y a pas plus besoin de faire des échos dans des fichiers. Il va nous prendre automatiquement les ports, les hosts les ports correspondants. Et derrière, on lance les deux nucléi, l'un avec des tags network SSL, donc qui est bien orienté network, faille SSL, certificat, etc. Et l'autre qui se concentre plus sur des URL où on exclut la plupart des templates de nucléi. Et où on va prendre des targets dynamiques qui correspondent à toutes les URL qui ont été trouvées avant, moins celles qui répondent pas en gros. Donc celles qui ont un status code égal à 0. Donc voilà comment on arrive à filtrer. Et la commande pour lancer tout ça, bah, elle devient plus simple, hein. C14W Recon, donc c'est le nom du workflow, le nom de la target. Et après, bah, on passe nos méta-options en fait. Donc le rate limit 10 qui va s'appliquer à chaque task qui tourne et le nombre de threads qui va s'appliquer aussi à chaque task qui tourne. Donc voilà, c'est un bon moyen de mutualiser tout ça et en fait de vous faire gagner du temps quand vous faites des sessions de pentest ou de bounty ou d'audit, etc. Alors après, on peut aller encore plus loin là-dedans en se disant on va enchaîner des workflows entre eux et chaque workflow va utiliser les résultats du workflow d'avant. Donc là, c'est exactement ce qui se passe dans un host scan, c'est qu'en fait, on lance le host recon dont on vient de vous parler, et derrière, on lance un autre workflow qui s'appelle URL crawl, où là, on va lancer plutôt des crawlers qui vont aller chercher la liste entière des URL sur le site. Donc là, nous, on a intégré Katana et Caridi comme crawler. Je me rappelle pas en avoir intégré un autre. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est d'en intégrer autant que possible dans la mesure où ils se marchent pas dessus et qu'ils font pas la même chose. Caridi, par exemple, il est assez bon pour trouver tout ce qui est information confidentielle dans des pages. Donc, par exemple, lui, il va trouver des adresses email, les commentaires HTML, des adresses Bitcoin, enfin des choses comme ça qui sont, ou des erreurs d'ailleurs, parce que
pas mal de pages d'erreur MySQL par exemple, eh ben, il va les trouver. Katana, à l'inverse, c'est plutôt un crawler rapide qui lui va se contenter de crawler le plus rapidement possible les pages. Si vous rajoutez du JS crawl, là, ça c'est par défaut maintenant. Si vous rajoutez du JS crawl, il va aussi voir les fichiers JS et prendre toutes les URL qu'il y a dedans et les rajouter dans votre liste d'URL finale. Et donc là, on voit que par exemple pour le HTTPX, on passe à un match code 200, 204, 300, etc. En fait, le match code qu'il y a ici, bah, il va se transformer en argument CLI pour le lancement du scan final. Donc le lancement du scan final, pareil, très rapide comme commande, c'est 14S comme scan, hein. Host, le nom du scan, la target et ensuite les options mutualisées. Donc la rate limit qui va être respectée par chacune des tasks qui tournent, le nombre de threads et là match code, donc voilà tous les codes qu'on veut matcher pendant qu'on crawl, quoi. Voilà. Et puis après, ben, beaucoup plus en fait, parce que ça, c'est les exemples de deux workflows, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Là, les workflows que vous voyez ici, c'est tous ceux qui sont déjà intégrés dans C14. Donc, CIDR Recon, par exemple, c'est pour quand vous êtes à l'intérieur d'un réseau d'entreprise, aller voir tout ce qui tourne sur un subnet. Donc, par exemple, vous rentrez vous lancez le workflow CIDR Recon, vous balancez un 192.168.1.0/24 et lui va vous trouver tout ce qui tourne sur ce réseau. Et ben après, on peut imaginer la Lune en fait, parce que donc là, on a pas mal de workflows qui se concentrent sur des URL, parce que nous, on se concentre vachement sur du pentest web. Mais en fait, on peut imaginer pas mal de trucs, y compris dans le domaine de l'OSINT, des clouds, donc tout ce qui est bucket, misconfig sur AWS, des GCP, des Terraform config checker, de l'asset search avec Shodan, etc. Il suffit d'intégrer les outils dans C14 qu'on n'a pas encore intégré, hein, il y en a déjà pas mal, mais de créer le workflow, le contribuer, si vous êtes gentil, vous le contribuez sur, sur le repo de C14, et derrière, en fait, on va se construire une base de workflow de YAML, du coup, comme un peu ce qu'a fait Nuclei avec ses templates. Sauf que là, on passe à un niveau d'abstraction supérieur, en fait. Donc là, en fait, on va faire des workflows qui combinent beaucoup plus de tâches ensemble et qui lancent ces tâches. Voilà pour ça. Pareil pour les scans, on en a 5. Vous pourrez les checker, hein. Euh, et euh, hum, on veut en faire beaucoup d'autres donc, qui sont dans la pipe. Je vais continuer assez rapidement. Bah, vas-y. Du coup, ça, c'est les résultats structurés. Donc, en gros, on est parti sur une base de JSON et de CSV, mais on peut aussi sortir les formats sur un drive Google. Par exemple, il suffit de le paramétrer ou en fichier texte. Donc, c'est juste l'option "-o". L'option "-o JSON CSV, elle est en défaut. Donc on peut voir, bon c'est un peu petit, mais on peut voir comment le JSON il s'organise. On va vous en montrer d'autres après, mais Voilà, on les montrera en démo plus spécifiquement, mais du coup il y a les résultats, un bracket avec les ports, les URL, les vulnérabilités et tous les détails qui en découlent. Du coup des URL et du scan du coup. De la même manière pour le CSV, donc tout est organisé en URL, host, status code, le titre de la page, les techs, etc. Mais ça, vous allez le voir en direct dans pas longtemps. Euh, voilà. Donc juste pour revenir sur ça, l'idée c'est toujours d'avoir des résultats structurés. C'est un peu ce qui manque à ouais. tous ces autres outils. C'est d'avoir des résultats structurés qu'on peut analyser, parser, trier, etc. Avec peut-être un bout de Python ou un JavaScript ou un autre outil qui peut prendre ça en input. On a remarqué que la plupart des outils de pentest, le problème c'est qu'ils sortent des fichiers texte où il y a que c'est flat. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on perd un peu tous les détails qu'on a eu pendant les scans. Tous les extra data, on va les perdre au fur et à mesure. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est garder tout ça dans l'optique, on va le voir, hein, de foutre ça en base de données ou en JSON, hein, mais c'est la même chose en fait. Et d'aller explorer ces résultats plus tard de manière bien avancée en faisant des grosses queries, etc.
Donc là, le deuxième pilier de C14, c'est que c'est modulable. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des nouvelles tasks. Donc si vous voulez intégrer un outil que vous utilisez tous les jours, etc., vous pouvez facilement le faire en fait. Ça va se présenter un peu comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être un master en Python pour le faire. L'idée, c'est que ça soit le plus simple possible, que ça soit juste du mapping 1-1 d'options d'input et un mapping 1-1 de résultats, enfin d'output. Donc la plupart des outils qu'on intègre, ils vont supporter du JSON en sortie. Et c'est ce JSON-là qu'on va utiliser, qu'on va mapper avec un schéma en fait qui est dans Sécator, schéma d'objets pour les URL, les sous-domaines, les records, les vulnérabilités, les exploits, etc. Donc là, voilà, pour intégrer une nouvelle task, tout ce qu'il suffit de faire, c'est remplir ça en fait, hein. Donc remplir ça, c'est mettre la CMD de base qu'on veut lancer quand on lance notre outil, mettre l'input flag, donc comment on fait pour prendre une seule target, comment on fait pour prendre plusieurs targets, le file flag en gros, enfin plusieurs targets dans un fichier quoi. Quel est le flag qui nous permet d'output du JSON? Et ensuite, quelles sont les options de l'outil? Donc, dans les options, il y a les options exclusives à l'outil. Donc là, en l'occurrence, pour Katana, le fait que ça soit headless et qu'il y ait du système Chrome, là, c'est des options qui permettent de naviguer avec un navigateur Chrome inclus dans le terminal, qui sont en fait exclusives à Katana. Il n'y a pas d'autres crawlers qui sont intégrés pour l'instant qui ont ces options-là. Donc on les met là. Et après, toutes les options qui sont mutualisées, on les met en dessous dans le Opti Map. Donc là, tout ce qu'il y a en caps, en gros, c'est les options mutualisées dans Secator. Et après, l'équivalent en une option de Katana. Donc c'est un peu un mapping one-to-one. Après, il y a toujours des petites différences. C'est pour ça que le Hub Value Map, c'est qu'il y a, par exemple, il y a certains paramètres qui vont prendre le rate limit qui va prendre des requêtes par minute au lieu de prendre des requêtes par seconde. Donc, il faut faire un peu de transformation sur les valeurs de ces paramètres. C'est à ça que sert le Hub Value Map qu'il y a ici, mais c'est un peu plus deep là déjà. Donc ça, vous pouvez regarder dans la doc, c'est assez bien expliqué comment on fait pour ajouter une nouvelle task, qu'est-ce qu'il faut bien regarder, etc. Et ensuite, on a le output map, donc qui permet de mapper les objets de Secator, les output types de Secator. Donc là, en l'occurrence, c'est l'URL. Et pareil, si vous regardez dans la doc, vous aurez tous les fields d'une URL. Et donc là, l'idée, c'est de mapper chacun de ces fields-là avec ce qui sort dans le JSON de Katana. Donc Katana, en fait, il sort un gros JSON avec une partie requête, une partie réponse. Dans la partie requête, il y a un endpoint, en fait, c'est l'URL, hein. Et après, par exemple, pour récupérer le host, ben, on peut faire un peu de Python pour récupérer le host. Le time, c'est le timestamp. La méthode utilisée, get, post, put, etc., c'est dans la section requête, etc., etc. Mais il y a Voilà. plus de détails dans la doc. C'est bien expliqué comment ajouter des nouvelles tasks et des nouveaux workflows dans la doc, au Voilà. cas Bon, où. l'idée, c'est de rester assez simple quand même sur comment rajouter de nouvelles tasks. Alors, c'est plus dur que de rajouter de nouveaux workflows, mais ça permet d'intégrer n'importe quelle ligne de commande que vous utilisez. Bon, sous réserve un peu qu'elle utilise du JSON, mais il y a quand même des parseurs au cas où elle n'utilise pas de JSON. Il y a des outils qui sont super, mais qui sont pas, qui n'ont pas d'output structuré. Moi, je pense bien à Nmap. Bon, c'est un output en XML, c'est un peu dégueulasse. On a quand même rajouté un parseur de Nmap parce que c'est très puissant pour transformer tout ça en JSON après coup. Et là, on va un peu plus dans le deep. Voilà pour ça. Juste pour les proxys, du coup, Allez. il y a la partie où il y a l'option de plusieurs proxys différents, donc des proxys chaînes, des proxys SOC 5 et des proxys HTTP. Et du coup, c'est là où on crée les valeurs selon les outils, si l'outil utilise ou pas des proxys change, des SOC 5 ou des proxys HTTP. C'est ça, moi. En fait, on a réalisé que c'est souvent assez mal implémenté, les proxys. Moi, j'ai ouvert pas mal d'issues là récemment sur les projets de Project Discovery, où en fait, ben, les proxys leak des informations. Donc, l'idée, si vous voulez faire un scan un peu en stealth, c'est quand même que les supports de proxy marchent. Et donc, il y en a qui supportent des SOC 5, d'autres des HTTP, d'autres qui marchent pas, d'autres qui marchent que avec proxy chains, etc. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça aussi, faire un support proxy un peu automatisé pour que quand on lance un workflow, ben, on soit sûr que les 99% des requêtes, il y en a toujours qui leak un peu, elles passent par les proxys.
Donc ensuite, le troisième pilier, c'est du temps réel. Donc l'idée là, c'est de balancer tous les résultats d'une task, d'un workflow ou d'un scan en temps réel, alors que ça soit dans la console. Donc là, vous pouvez utiliser le flag -JSON pour balancer du JSON lines. Donc c'est un JSON par ligne dans la console qui peut être pipé derrière à d'autres outils si vous le souhaitez. Et un autre flag qui s'appelle raw, qui permet justement de flatifier, alors, je sais pas si ça se dit, mais de rendre flat l'output pour que derrière on puisse enchaîner ça avec d'autres commandes. Donc par exemple là, si je lance un subfinder avec raw, ça va juste me donner la liste des sous-domaines comme si c'était un TXT. Et là, je le feed à l'entrée d'HTTPX. Et pareil, HTTPX va me sortir une liste d'URL en flat, donc en omettant tous les autres détails qu'il y a dans le JSON que je feed à Feroxbuster pour aller crawler. Donc vous pouvez faire des task pipes comme ça, un peu ad hoc, on va dire, dans la CLI, sans avoir besoin d'utiliser des workflows. Parce qu'il y a des fois, vous aurez besoin de faire des task pipes qui rentrent pas forcément, qui sont one time et qui rentrent pas forcément dans des workflows complets. Et ensuite, bah, vu que c'est du JSON, que ça peut être du JSON, vous pouvez faire du live results processing avec des outils comme GQ par exemple. Donc là, l'idée, c'est de trouver la liste des sous-domaines, regarder ce qui est up, output ça en JSON, et derrière, avec GQ, on va sélectionner tout ce qui est des status code 200. On sélectionne le URL dans la réponse, et derrière, on peut enchaîner ça avec n'importe quel autre tool qu'on veut en fait. Donc là, j'ai mis du Echo Target is up, mais vous pouvez faire du Notify, tout ce que vous voulez. Un autre élément des rapports en temps réel, bon, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, je pense, c'est de balancer tout dans une database. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des drivers qui, en temps réel, vont envoyer les données dans une destination. Là, en l'occurrence, pour Mongo, c'est déjà implémenté dans le repo. Si vous utilisez d'autres bases, que ce soit NoSQL ou SQL, vous pouvez toujours faire une PR avec un nouveau driver, en fait, où vous allez implémenter votre driver pour envoyer les résultats dans la base que vous voulez, quoi. Donc là, en l'occurrence, pour le driver MongoDB, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer une base Mongo, exporter une variable d'environnement, lancer le workflow avec un driver MongoDB, et derrière, tout arrive dans la base en temps réel. Et j'insiste bien sur cette notion d'en temps réel, qui va vous permettre de visualiser vos résultats et de commencer à les traiter avant que le workflow finisse de tourner. Et là, j'ai un petit bout de code en Python en fait pour voilà pour explorer la base à partir du Python. Donc ça crée un client en Python et ça va aller chercher tous les findings de type vulnérabilité qui sont dans la base. Je vous montrerai un petit peu. On va lancer ce bout de code tout à l'heure, mais voilà. Et le dernier aspect de C14, c'est que ça peut être distribué. Donc moi, il y a un truc que j'ai bien appris à Google, c'est que ben en fait la plupart du temps, quand on commence dans le pentest, on va se lancer sur une ou deux targets. Quand on commence à être sérieux avec ce métier, eh ben, on va lancer sur 1000 ou 10 000 targets. Donc là, ça commence à être compliqué pour votre PC avec 16 Go de RAM, 4 CPU. Il va falloir commencer à scaler avec des machines qui sont pas forcément chez vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a permis que des architectures élastiques soient possibles. Donc ça utilise la notion de worker en fait. Donc il y a une task queue où on va balancer toutes les tasks. Donc quand vous lancez un worker, il est automatiquement détecté s'il est connecté à la même queue que votre CLI. Donc il y a des variables d'environnement asset en fait qui vont pointer sur la queue. Vous lancez depuis votre local un petit workflow de Ostrecon sur 1000 targets. Et de l'autre côté, vous avez, je sais pas, 100 workers qui tournent et qui en fait vont prendre chacune de ces tasks et les exécuter indépendamment, voire en parallèle pour certains workflows et reporte les résultats en temps réel dans la base Mongo. Donc ça, c'est pour traiter des tasks à grande échelle. On est arrivé à monter jusqu'à 600 tasks par minute, je crois. On était sur un cluster Kubernetes avec 3 nodes. Donc voilà, on est à peu près à 600 tasks par minute là-dessus. C'est pas mal, c'était pour un gros client. Ça a plutôt bien marché. Donc derrière, alors je vous laisse un peu de temps pour les questions là. Du coup, j'en ai noté deux, trois. Ouais. Il y a SDTK qui demande comment on gère les licences open source et tools. Certains sont interdits à l'usage commercial, non? Alors, bon, ça, c'est c'est toujours la question.
Sachant que même nous, donc on a une licence open source, mais qui n'est pas fully open source pour l'instant. Donc c'est important d'en parler, je pense. Notre choix, il a été fait parce on va créer une UI qui est commerciale et qui s'appuie sur C14. Donc l'idée, c'est de ne pas se faire doubler par des gros players qui vont aller créer une UI avec 150 ingénieurs derrière et nous piquer en fait la seule source de revenus qu'on aura non, non, donc on est passé sur une licence BSL. Alors la licence BSL, ça dit que on est open source dans 4 ans en gros. Donc en attendant, tout est forkable, tout est modifiable, etc. C'est à peu près toutes les mêmes conditions que l'open source. La seule condition qui n'est pas valide, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser dans un produit commercial. Donc vous pouvez l'utiliser en prod, chez vous, dans votre entreprise. Vous pouvez le modifier, le forker, tout ce que vous voulez faire. Par contre, si vous vendez un service qui se base dessus, ben, c'est interdit. Alors, pour revenir à comment on gère les autres licences open source, euh, c'est toujours compliqué. L'idée, c'est que n'importe quelle licence qui n'est pas fully open source, il faut qu'elle apparaisse dans le repo de C14. Et alors après, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de licences qui sont pas fully open source dans les outils qu'on utilise, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de licences dérivées qui apparaissent dans le repo. Alors je peux me tromper, on n'a peut-être pas bien tout checké, mais je crois que là on est sur du full MIT Apache sur la plupart des outils on a intégrés pour l'instant. Alors il faut savoir aussi que on n'utilise pas le code source de ces outils-là, en fait. Nous, on est juste un wrapper, C14, c'est un wrapper de commandes qui permet de simplement mapper des input-output. Donc, en fait, on n'utilise pas le code source de ces outils-là directement dans le code source de C14, ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans ces règles-là. Et juste, il y avait une diff qui disait, qui demandait s'il y avait un projet d'intégrer, d'installer les tools directement. Il y en a un, mais il sera pas maintenu, enfin très peu maintenu ou pas du tout. Et plutôt, effectivement, il y a deux, trois bugs avec des outils sur Kali. Après, c'est assez facile enfin, il faut juste les installer à la main et du coup. Ils marchent directement, ils sont directement repris par C14 et tant qu'ils sont installés sur Kali. Ouais, t'as le C14U install, le nom du tool que tu vas installer qui est là. En vrai, on est en train de se demander est-ce qu'on va le supporter pour toutes les distribs et pour l'instant, je pense que là, faire, pourquoi pas. Et c'est pareil pour le version pinning, hein. Nous, on part sur les dernières versions à jour de chaque outil. Sachant que régulièrement, les outils de Project Discovery vont casser leur schéma d'output, ce qui fait que nous, ça nous casse notre mapping, etc. Nous, on part toujours sur l'idée qu'on intègre les dernières versions de chaque outil, quoi. Après, bon, il y a moyen de faire du version pinning sur le repo, etc. Il y aura moyen de faire des choses, hein. Mais voilà, par exemple, sur Kali, je sais que le C14U install, il galère un peu sur Kali, sur certains trucs. Euh, Mais en vrai, moi je l'ai installé hier, je l'ai réinstallé en Kali et j'ai mis C14 et en gros, ça fonctionne très bien. Ouais, voilà, bah, voilà, il y a des petits trucs de permission à gérer des fois. Il y a des snaps install qui n'existent pas sur Kali. Enfin, là, l'idée, c'est que pour l'instant, vous vous débrouillez pour installer vos tools, comme ce que vous faites actuellement, hein, et que vous utilisez C14 comme un wrapper par-dessus, qui vous permet d'utiliser ces tools d'une manière ultra efficace, quoi. Vous avez d'autres questions? Je vois pas s'il y a des gens qui Si, viennent. bah, tu le vois là. Mais bon, il y a l'air d'avoir personne, si je me trompe pas. On va pouvoir commencer la démo. Ouais. Bon, bah, sinon, vous mettez dans le chat, j'ai une question et on vous donne la parole, puisque moi, je vois pas vos mains là, mais c'est pas grave. Alors, allez, C14 en action, parce que là, vous devez être en train de vous endormir, j'imagine. Vous voulez tous voir ma belle ligne de commande. Donc, le Zen mode, comme ça, vous ne serez pas distrait. Alors, donc, pour installer C14, vous allez voir la doc, docs.freelabs.com. Vous regardez comment installer, je ne vais pas vous le remontrer. En vrai, c'est un pip install C14, et si tous vos outils sont à jour, ça marche.
C'est la façon courte de dire que allez voir la doc pour installer la bête. On va commencer par explorer un peu la CLI. Alors, le C14-help, déjà. Euh, task, workflow, scan, utils, report, worker, test. Test, vous pouvez oublier, sauf si vous voulez dev dessus. Là, on va s'intéresser principalement à task, workflow et un peu des utiles. Donc, si vous voulez voir la liste des tasks qui sont supportés par C14, vous faites C14x-help et là, vous avez l'ensemble des outils qui sont déjà intégrés à C14. Ils sont catégorisés. Donc, vous avez des crawlers, des fuzzers, des outils d'OSINT, du recon, DNS, IP, Power User, Vulnerability Scanner, etc. Pareil pour les workflows. Si vous voulez voir la liste des workflows, vous avez C14W Help. Vous trouvez la liste des workflows qui sont déjà intégrés. Après, si vous voulez la liste des utils, parce que C14, c'est pas fait uniquement pour lancer des tasks des workflows, c'est aussi fait pour vous faciliter un peu la vie en termes d'utilities. Donc, par exemple, si vous voulez des reverse shells assez faciles, tapez C14U ref shells, le nom de votre langage, donc Java par exemple, et vous avez une reverse shell en Java que vous pouvez coller là où vous voulez sur votre target. Vous pouvez le faire avec Python, par exemple. Bon, j'avoue, j'ai pris Java, je suis pas fan de Java, hein. Allez, celle en Python, elle est pas mal. Normalement, tout le monde devrait la connaître, celle-là. Bon, pas sûr de la connaître par cœur, honnêtement. Mais voilà, vous passez votre temps à rechercher ça. Donc là, elles y sont. Alors, on va lancer des tasks. Parce que là, il est temps de commencer un peu, de rentrer dans le bain. Donc là, on va juste aller pinguer wikipedia.org avec un petit HTTPX. Donc le HTTPX, il nous montre l'URL, le status code, le titre, le nom du web server, etc., la technologie utilisée. Par défaut, le HTTPX, il se lance avec certaines options que vous devez activer à la main d'habitude, mais qui là sont automatiques. Genre le tech détection, c'est quand même important. Ça se lance automatiquement avec ça, quoi. Là, on voit qu'on a un 301, donc on va peut-être rajouter une option qui nous permet de redirect. Donc, si vous voulez voir la liste des options supportées, vous faites un tiret-help, toujours pareil. Et vous avez, bon, je passe sur celle-ci, ça c'est des options d'output, d'input, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est les méta-options, donc les options mutualisées de tous les crawlers, là en l'occurrence, et les options spécifiques à HTTPX. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va suivre les redirects. Donc pour suivre les redirects, c'est un tiret FRD on va prendre un screenshot de la page. Donc voilà, on a fait ça, on n'a plus le 301, on a le 200. Et derrière, on a identifié nos technos. Apache Traffic Server 9.4.1.4, HCSS, etc. Et là, on a notre petite screenshot qui apparaît de manière bien conveniente. Conveniente, ça se dit ça. Dans, dans le terminal et on peut cliquer dessus et là on a notre petit screenshot de Wikipédia qui apparaît. Donc voilà, vous perdez un peu moins de temps avec des trucs comme ça. Derrière, si je veux rajouter des options, je peux me dire bah, je vais rajouter un proxy et je vais rajouter un output en table et en JSON. Donc je fais ça, je relance. Et voilà, donc là j'ai une petite table bien sympa qui apparaît direct dans le terminal. Ça c'est l'option tiret -o table, hein. Et après j'ai un petit JSON qui s'est sauvegardé où on va retrouver la même structure que pour tous les JSON qu'on va sauvegarder, que ce soit avec des tasks, des workflows ou des scans. Et donc là, pour vous remontrer un peu le JSON, vous avez une section info où vous avez les détails du run en fait. Ça sera la même chose pour les workflows. Où vous avez le nombre de temps passé, toutes les options que vous avez passées en input. Et après les résultats. Les résultats qui sont classés par output type dont je vous parlais avant. Donc c'est important d'aller voir la doc aussi, de regarder un peu les types d'output qui sont émis par C14. Les targets, c'est les inputs en gros, et ensuite les URL. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est pas très intéressant, mais vous avez tous les détails de l'URL qui sont là-dedans. Ensuite, là, je me dis, ok, c'est cool, mais ma table, elle a qu'une ligne. Donc, on va essayer de lancer ça avec un fichier. Il y a 3 URL dedans.
Et en fait, je vais lancer exactement la même commande. Et au lieu de passer un "-l-u" de, je sais pas, je me souviens jamais de quel flag c'est, et ben, je remplace juste ma target par le fichier. Je remplace la target par le fichier. Et là, je vais avoir ma jolie table. On voit les commandes aussi qui sont Alors, on ici. voit aussi, oui, à chaque fois, vous voyez la commande qui est générée, en fait, qui est mappée, que vous auriez dû taper à la main. Donc, vous voyez que c'est assez chiant, hein. Le SRD, là, c'est là où ça sauvegarde toutes les requêtes en RAW. Je vous le montrerai après, mais en gros, par défaut, on sauvegarde toutes les requêtes en RAW qu'on va pouvoir réimporter derrière dans Burp et dans d'autres outils, quoi. Voilà, donc là, j'ai tous mes screenshots. Je peux naviguer assez rapidement. Moi, je suis de Hack the Box. Il m'a bloqué un Cloudflare. Il m'a bloqué. Bravo, bien joué. Le test php.vulnweb.com, voilà, le petit screenshot, la techno, les technos, le web server, etc. Et ma petite table qui me résume un peu tout ça de manière jolie. Et derrière, quand j'ouvre mon JSON, bah pareil, hein, j'ai ma section info et ma section results où je vais retrouver toutes mes URL que vous allez pouvoir balancer dans plein d'autres outils, voir où vous voulez en fait, hein. Voilà pour ça. Bon, on va passer au pipe de task. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut faire des trucs sans les workflows déjà, qu'on peut faire des trucs assez avancés. On va se dire qu'on fait un subfinder sur vulnweb.com. C'est un peu le site que je vais utiliser parce que bon, c'est qu'il y a des vulnés dessus déjà, que en live, c'est pas toujours facile. Je le lance comme ça, on voit le petit château qui apparaît. Le petit château, c'est un sous-domaine. Donc, c'est un des objets, un des output types de C14. Et on voit d'où il vient, là, les sources, en fait, d'où il vient. Donc, la commande que vous auriez dû taper à la main, c'était celle-ci, qui n'est pas très compliquée pour l'instant, mais on va continuer avec ça. Donc là, si je le passe en RAW, je vais oublier un peu tous les autres détails et je vais balancer que du RAW. Donc derrière, je peux le piper avec un naboo pour trouver tous les ports qui sont ouverts sur tous les sous-domaines de vulnweb.com. Donc voilà en quelques caractères de plus. La boue se dort dessus. C'est vrai que Naboo, il est plus rapide d'habitude, hein. Ah, c'est les démogods, ça. Voilà, donc Naboo, le petit port, le petit cadenas qui indique un port. Donc chaque output type dans Sécator a sa petite icône pour que vous y perdiez pas, surtout quand vous lancez des workflows, vous verrez que il y en a de partout. Et du coup, c'est bien pour pouvoir identifier assez rapidement quel est le type d'output que vous regardez. Là, on voit donc tous les ports 80 sont ouverts sur pratiquement tous les sous-domaines et il y a un port 80-80 qui est ouvert sur rest.vulnweb.com. On continue notre petite exploration. Si j'ai envie d'aller plus loin, bon, j'aurais dû le faire dès le début, hein, mais là, je vous montre un peu itérativement, mais en fait, je refais des requêtes à chaque fois, donc c'est pas forcément fou. Je rajoute le -row à Naboul, il va me sortir que les hosts, deux points, les ports. Et du coup, ça, je peux le passer à, par exemple, HTTPX pour voir ce qui est up sur le serveur. Et bon, après, je peux carrément me dire, bah, ce qui est up sur le serveur, ce qui a au moins un return code, que ce soit 200, 400, 404, etc. Ça, je vais pouvoir le passer à un crawler comme Feroxbuster, un fuzzer, pardon. Et je me dis que je vais garder que les 200, 301, 302 et 401. Donc je fais ça. Bon, on va attendre encore un peu. Alors vous avez les quatre bannières parce qu'ils se lancent tous en même temps en fait et ils attendent le résultat des autres d'avant. Si vous voulez pas de bannière sur certains outils, vous avez le -NB que vous passez après sécateur qui va vous enlever les bannières. Bon, les petits détails d'implémentation. Donc là, on va attendre encore un petit peu. On est à 47 minutes. Je vais peut-être vous passer deux, trois trucs et on va commencer à rentrer un peu plus dans le dur. Donc voilà, vous avez Feroxbuster qui se lance et sur quoi il se lance? Alors déjà, ouais, le Naboo, il se lance sur un fichier texte. Le fichier texte, en fait, c'est l'output de Subfinder, hein, c'est la liste des URL. Et le HTTPX se lance sur... Pourquoi je peux pas l'avoir là? Voilà, sur les hosts de points, les ports. Et le Feroxbuster se lance sur tout ce qu'on a identifié comme étant up, comme URL. Donc derrière, lui, il va aller crawler. On voit le crawl en temps réel.
Et en temps réel, on voit que les objets sont convertis aussi dans le langage de Sécator. Donc si vous voulez pas, là, il y a les deux outputs en fait. Il y a l'output de Sécator et l'output de Ferox. Parce que par défaut, on garde quand même les outputs des tools. Le fuzzboom, oui, j'en ai pas parlé, je viens de voir dans le chat. Le fuzzboom, c'est la word list par défaut. On s'est dit qu'il y en a marre de chercher des word lists et que ça serait bien d'en avoir une par défaut pour chaque type de fuzzing qu'on fait. Donc là, on fait du fuzzing web, on va prendre celle-là. Si vous voulez la changer, ben, vous tapez -w et vous mettez votre word list. Oui, il me semble aussi que c'est celle de Dear Search de base. Voilà, donc là je finis ma pipe et je finis avec mes URL. Si j'avais voulu tout enregistrer, j'aurais pu passer mes flags de -o, JSON, CSV, TXT, Gdrive, etc., etc. Maintenant, on va passer dans le dur, on va lancer des workflows. Donc je clear. Alors, les workflows, c'est des YAML, comme j'ai dit, euh, au Srippon. Donc, le workflow de Sricon, rapidement, c'est ces tasks-là. Donc, un Naboo suivi d'un Nmap. Le Nmap utilise les targets de Naboo, les résultats de Naboo, pardon. Ensuite, un HTTPX pour identifier les serveurs HTTP qui tournent. Et ensuite, on lance deux nucléi en parallèle pour compléter un peu tout ça sur les URL, un sur les URL qu'on a trouvés et l'autre directement sur la target initiale. On vous avait montré avant, du coup. C'est exactement le même que vous avez montré avant, minus le underscore group dont je parlerai un petit peu après, qui permet de lancer en parallèle quand on lance sur des workers en fait. Donc là, je balance ce host recon. Alors avant de faire ça, je me dis que je vais devoir enregistrer dans MongoDB, donc je vais exporter cette variable d'environnement. Oui, je l'ai déjà fait, mais c'est pour remontrer. Et après, le host recon-help. Donc là, qui va nous montrer un peu toutes les options qu'on peut utiliser pour le host recon. Et en fait, on va lancer ce workflow sur mon local où il y a pas mal de trucs qui tournent. Donc normalement, je devrais trouver des trucs. Avec le driver de MongoDB, comme ça, je pourrais vous montrer un peu deux, trois petites queries sur MongoDB qui sont sympathiques. Donc là, on voit que le Naboo, il tourne. Ah oui, au fait, la description qu'il y a dans les YAML, vous pouvez rajouter une description sur chaque task qui va apparaître ici, en fait. Comme ça, vous savez un peu ce que vous faites en temps réel, quoi. Naboo a trouvé 80-80, 3000, 8000, 22, 111. On voit que sur le port 111, on a une version d'OpenSSH, donc identifiée par Nmap. Et on voit aussi qu'il y a deux exploits correspondants. Donc les exploits, ils sont montrés avec ce petit dollar underscore là. Et les vulnés qui sont montrés avec les alarmes là, les sirènes. Voilà. Donc et on voit aussi que sur le port 8000 là, il y a pas mal d'exploits. Si vous voulez ouvrir un des exploits, donc ça dépend sur quel terminal vous êtes. Si vous voulez utiliser mon terminal, c'est celui de VS Code qui marche super bien pour les liens. Et en fait, ça vous link directement la vulnée sur vulners.com. Comme ça, vous n'avez pas besoin de taper sur Google, quoi. Ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas le terminal, vous pouvez cliquer sur les liens. Vous enregistrez tout ça en CSV, JSON, etc. Et vous aurez les liens dans les objets en JSON, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que on a une haille que Nuclei a trouvée sur le localhost 27017. MongoDB unout. Donc en fait, ma base Mongo là, qui tourne en local, elle n'a pas de mot de passe. Donc là, il l'a trouvé. Et ensuite, donc ça c'est le scan network en fait de la target. Et ensuite le scan URL qui prend donc ça en input, c'est-à-dire ce qu'a trouvé HTTPX qui était up. Il me trouve quoi? Il me trouve une CVE de 2017 avec le WP Users. Donc ça me dit que c'est un WordPress. Donc celle-là, on la connaît, elle est pas faux folle. Et après, il me trouve une critical sur le 8080, la CVE 2021 qu'on va voir ici. C'est la CVE de Log4j là, qui a fait beaucoup de dégâts. En fait, j'ai un container qui tourne qui a cette vulnérabilité. Du coup, il l'a trouvé. Voilà, après vous pouvez explorer un peu plus la vulnée, l'exploit et associé, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Bah, le reste, c'est tout. Il y a beaucoup d'infos là-dedans. Il y a une petite médium ici.
On va attendre que ça se finisse tranquillement et après je vous montrerai à quoi ça ressemble dans la base et tout ça. Et JSON aussi. Et le JSON aussi. Donc par défaut, quand je répète, hein, quand vous lancez un workflow, les résultats sont sauvegardés en JSON et CSV. Donc ça c'est important. Donc en fait, peu importe où vous lancez votre workflow, dans quel terminal machin, ils seront toujours sauvegardés au même endroit. Et en fait, cet endroit, ça va être dans home.c14 slash workflows. Et après, vous avez les résultats qui sont organisés par date. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le file system. On va attendre que Nuclei finisse. Ouais, je vais attendre que Nuclei finisse. Alors, Nuclei, bon, il fait beaucoup de requêtes, hein, 30 195 requêtes. Les erreurs, là, c'est les erreurs de Nuclei, par exemple. Là, c'est une progress bar, en fait, pour savoir si c'est pas stuck, parce que des fois, Nuclei se stuck tout seul. Après, vous pouvez CTRL-C, si vous voulez pas finir. Vous CTRL-C une des tâches, et du coup, il va continuer le workflow. Donc ça, c'est pas mal si vous dites, ah ouais, j'ai déjà deux critiques, machin, j'ai pas envie de continuer. CTRL-C, ça annule la tâche en cours, en fait. Et donc celle d'après va tourner quand même sur les résultats, etc. Là, je vous montre rien du tout, je sais pas pourquoi. C'est toujours un barreau. Pourquoi il est pas allé? Ah, il manque un N là. Voilà. Donc les résultats, bah, toujours pareil, on va scroller sur les vulnés peut-être. Voilà, toutes les vulnérabilités. Là, dans le JSON, elles sont classées par sévérité. Donc si vous regardez votre JSON, vous avez direct celles qui sont critiques, quoi. Si vous voulez une table, une jolie table, vous avez aussi le C14 Report Show. Vous balancez votre JSON à ça et lui vous fait. Bon, je vais baisser un peu là. Il vous fait une jolie table avec Tous les tous les détails. détails des vulnérabilités classées par sévérité et confiance. Un petit indicateur de confiance parce que Nmap nous sort souvent des résultats qu'on n'aime pas trop. Voilà pour ça. Du coup, dans la base MongoDB. Ouais, donc là on a aussi sauvegardé nos résultats dans MongoDB. Donc l'idée, ça va aussi être d'aller explorer un peu ces résultats directement dans MongoDB. Là, je vais utiliser Python pour le faire, mais en vrai, vous avez, je sais plus comment il s'appelle, il y a un explorateur de MongoDB, une UI qui permet d'explorer, qui vous permettra de faire des queries directement sur votre base, hein. Bah là, il faut que je remette donc l'URL de la base MongoDB, Localhost. localhost 27017. Voilà, donc là j'ai mon client et après pour aller accéder aux findings, je vais itérer en fait sur client.main.findings et là je cherche tous les objets de type vulnérabilité. Ça, c'est pour les fans de Python. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien le Python. Print C et voilà, lui il me sort les JSON en fait de toutes les vulnés qu'il y a dans la base. Je vais peut-être pas aller plus loin si je vais faire juste ça. Voilà, là en fait c'est une query Mongo, hein. Donc ça veut dire que si vous connaissez un peu la librairie en Python, là vous pouvez sortir les vulnérabilités par sévérité par exemple. PyMongo.assembly, tac, ça doit être ça. Print C de name. Voilà, et là vous avez juste les vulnés. Ah, moi, je peux quand même mettre C de name plus C sévérité avec un petit espace au milieu. Voilà, et on me dit, voilà, bah, celle-ci elle est critical, celle-ci elle est critical, celle-ci est critical, high, medium, low, etc. Voilà. Après, vous pouvez utiliser C14 en tant que librairie, je vous en parlerai pas aujourd'hui puisqu'on n'a pas trop de temps. Mais il y a moyen d'utiliser C14 en tant que librairie et donc de reloader en fait ces objets et de récupérer le même output qu'on a quand on lance en CLI, quoi. Elle sort du Zenmode Ouais. worker. Donc là, je vais vous lancer un autre terminal et on va faire ça, mais avec un worker du coup. Donc ça, c'est quand vous êtes prêt. Euh, Vous mettez en mode distribué. Donc vous lancez un worker sur le côté là. Vous lancez un worker. Et alors par défaut, il utilise le file system pour communiquer. Donc vous n'avez pas trop
de setup à faire par défaut. C'est un peu le but, c'est que ça soit itératif, que vous puissiez augmenter en complexité au fur et à mesure que vous faites les choses. Et du coup, je vais lancer un petit host recon sur, bah, pareil, mon localhost et avec le worker qui tourne à côté pour voir ce qui se passe. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que vous n'avez plus l'output de chaque commande qui s'exécute. Vous avez le petit encart en bas qui vous dit que de manière remote, on exécute ces tâches-là sur un worker. Et donc, à droite, vous avez l'output du worker, en fait. Et là, dans les live results, vous avez tout ce qui sort du worker et qui arrive. Donc, en fait, vous avez que les résultats là. Et le petit encart qui vous détaille où on en est, en fait, dans le run. Donc là, c'est pareil, si vous avez un worker ou 10 workers, ça sera pareil, hein. Vous aurez le même output niveau client, avec des petits détails de où ça vient aussi à la fin, qui se rajoutent à ça. Mais en gros, là, on va récupérer les mêmes résultats que ce qu'on avait en local, mais beaucoup plus vite. Parce que dans notre workflow initial, on avait les nucléi qui tournaient en parallèle. Alors ça, je vais pas trop bien expliquer. Je vais couper le workflow. Si vous voulez couper le workflow même à distance, le CTRL-C, il marche, hein. Donc là, ça révoque toutes les tasks en fait de Celery qui tournent dans le worker. Donc vous pouvez le couper juste en CTRL-C du côté client, qui est rarement le cas dans ce genre de système. Et ce que je voulais juste remontrer, c'est que dans le workflow, il y avait un underscore group qui fait que quand vous lancez en remote mode, ces deux tâches-là, elles tournent en parallèle. Donc derrière, vous avez un worker qui peut process 100 tasks. Si vous voulez en process 15 en même temps, vous pouvez les mettre dans la clé de groupe là. Voilà. Sachant que toutes les tasks qui vont tourner après ce groupe, elles vont utiliser les résultats du groupe. Voilà. Quoi d'autre? Bah, Session peut-être sur. voilà, bah là, en fait, on va faire pareil, mais là, vu que je suis sur mon local, c'est pas très drôle. Donc là, on va passer sur le test PHP, testphp.vulnweb.com, là, vous connaissez tout ça normalement, qui a pas mal de failles. Et donc, ça, c'est notre target, hein. Et donc, ce que je veux faire, c'est déjà lister mes workflows et là, aller choisir ce que je vais lancer comme workflow pour une target comme ça. Donc là, ça, c'est un site web. J'ai pas besoin de faire du subdomain recon, j'ai pas besoin de faire du port scan, etc. Je sais qu'il y a un serveur web qui tourne là-dessus. Donc en fait, je vais plutôt m'orienter vers tous les workflows d'URL. Donc on va se lancer un petit URL fuzz, un petit URL crawl, et à la fin, là, pour bien se délecter des vulnés, un petit URL vuln. Donc là, le URL fuzz, on lance le URL fuzz, on balance notre target, sachant que là, je pourrais mettre une virgule et rajouter d'autres targets, hein, si je veux. On va faire une rate limit de 100 pour être sympa. Oui, on pourrait mettre un fichier texte avec une liste de targets d'ailleurs. Une depth à 0 parce que j'ai pas envie de crawl de faiser trop loin. Un follow redirect, un header pour dire que c'est nous. Moi je m'appelle friend. Et après, alors là, il manque des options que j'aimerais bien mettre, donc je vais taper le tiret help. Et en fait, il y a des options, vous voyez toutes les options des tools qui ne sont pas mutualisées. Et il y en a qui m'intéressent pas mal, par exemple la fonctionnalité de Katana qui s'appelle form extraction. Elle est pas mal du tout. Elle permet de trouver tous les formulaires en fait qui tournent sur les pages. Donc là, on va aller chercher les formulaires de login, de post, etc. On va aussi mettre un petit headless pour faire comme si on était un humain, un petit SC, un petit screenshot, ça c'est HTTPX qui va nous prendre des screenshots de chaque page. On se met en mode quiet et en output, on veut du TXT, du JSON, du CSV, puisque j'ai tout là. Le quiet, on n'est pas obligé. Et le match code, si on va matcher que des codes qu'on connaît un peu. Non, pas que. Pas 403 du coup, 200, 301, 302, bon, ça fera l'affaire. Bon, ouais. Ouais. Donc là, on balance tout ça et on sauvegarde bien nos résultats en TXT aussi parce que derrière, je vais lancer d'autres workflows et ça va sûrement utiliser la sortie TXT de ce workflow de fuzzing là. Donc là, le workflow de fuzz, je ne vous l'ai pas montré, si je vous l'avais déjà montré en fait, hein, mais le workflow de fuzz, il lance FF d'abord. Donc avec notre target slash fuzz. Et ensuite, bon, il y avait un groupe qui lançait Dear Search et Feroxbuster, mais je l'ai commenté pour l'instant, puisque lancer les trois faiseurs en même temps, bon,
beaucoup pour l'instant. Et ensuite, on va lancer un HTTPX. Alors, pourquoi on lance un HTTPX après le FF? C'est qu'en fait, le FF, il est un peu limité. Lui, il est là pour faire des trucs et trouver des status codes, hein. Il n'est pas là pour identifier quelle technologie tourne sur ces pages. Il n'est pas là pour connaître le titre du site, etc. Et nous, le titre du site, par exemple, ça nous intéresse bien pour trouver des directories. On sait que dans les directories, il y a souvent index of quelque chose dans le titre. Et donc, en fait, dans ce workflow, là, on va lancer Katana. Une fois qu'on a lancé HTTPX, on va identifier tous les index off, là, par exemple. Et en fait, les index off, c'est des directories de fichiers. Et donc, on va lancer le crawler Katana derrière sur tous les index off. Ce qui va nous permettre de trouver tout ce qu'il y a dans ces index. Et par exemple, le slash vendor, là, si j'y vais à la main, hein, il y a le install.json à l'intérieur. Donc celui-là, il va être trouvé par Katana quand Katana va tourner parce qu'il analyse tout ça aussi. Voilà, il est là, install.json. Alors là, on a aussi d'autres trucs, c'est que vu qu'on a fait de l'identification de formulaire, on a un nouveau type d'output là qui se montre, c'est les tags. Et les tags, c'est super pratique. Là, on a mis le "-fx et du coup, là, on a un formulaire qui a été found sur cette page. Alors, bon, des fois, c'est pas foufou, l'identification de formulaire. Sur celle-là, c'est juste une search box, par exemple. Mais si on regarde le login.php, on doit bien avoir un form là-dessus. Voilà. Login.php, user info, ça ressemble bien à un form de login. Et en fait, quand on arrive sur le site, bah ouais, on a un vieux form de login. Ça a bien l'air d'être vulnérable, tout ça, quand même, hein. Surtout du brute force là-dessus, ça peut le faire, quoi. Donc ça, c'est un premier vecteur d'attaque. Après, ce qui nous intéresse limite plus, c'est de se dire, bah, on a sauvegardé les résultats, de toute façon, dans tous les formats qu'on veut. On a même la liste des URL qui sont ici. Et on va se dire, OK, on a ça, on continue notre pentest, sans forcément analyser tous les résultats pour l'instant. Donc là, je vais continuer, je vais lancer le URL crawl maintenant, un autre workflow qui permet de, au lieu de faiser, d'aller crawler à la main, de manière un peu plus détendue. Donc le screenshot, bon, les status code, hein, on va dire, voilà, et le petit quiet pour pas que ça fasse trop de bruit. Et en fait, on relance presque la même commande, sauf qu'on a changé de workflow, quoi. C'est ça l'avantage de Secator. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ah merde, maintenant j'utilise Caridi, j'utilise plus Fuff, et du coup, il faut que je change tous les inputs. Et donc là, Caridi se lance. Caridi, c'est un très bon tag matcher. Donc lui, il trouve des emails, par exemple, dans les bodies. Il trouve des commentaires HTML. Il trouve pas mal de trucs. Et en fait, ce qui nous intéresse principalement, c'est pas les commentaires HTML, parce que là, c'est à peu près tout du vanilla, hein. Là, ça va être des choses comme ça, par exemple. Donc SQLi param, found, at, et là, il nous donne l'URL. Donc là, il nous dit qu'en fait, bah, dans cette URL, il y a un file égal. Et en fait, ça, c'est souvent un param qui est sensible à des attaques SQLI. Donc, il nous dit ça. Pareil pour celui-là. C'est aussi un truc qui est sensible au LFI, hein, un peu les deux. Et pareil pour d'autres URL qui trouvent au fur et à mesure. Donc ça, c'est super intéressant. On a encore les formulaires parce que je crois qu'il fait aussi... Ah non, c'est Katana qui se relance du coup et qui fait aussi de l'analyse de formulaire. Bon, alors, on est un peu redondant sur ce qu'on a fait. Et après, derrière, le HTTPX qui se lance et qui, lui, va nous dire les titres des pages. Bon, là, c'est un peu cheaté, hein, parce que, voilà, là, on en déduit que sur cette page-là, il y a quelque chose, vu que le titre de la page, ça, c'est HTTP paramètre pollution, exemple. Mais du coup, on va pas tricher. On va regarder nos rapports en TXT, là. Et en fait, là, on aura toute la liste des URL qui ont été trouvées pendant le crawling. Et donc, cette liste d'URL, elle a pas mal de paramètres qui sont sensibles à des LFI comme on l'a vu dans l'output. Donc, l'idée, ça va être de lancer un URL vuln, donc un nouveau workflow. Le URL vuln, en soi, c'est un workflow très simple, je vais vous le montrer, qui en fait prend une liste d'URL et lui va lancer GF. Donc GF, c'est un matcher tout simplement qui va regarder cette liste d'URL, comment elles sont formées, etc. Et suivant des patterns définis à l'avance, il va nous dire, ah bah celui-là c'est peut-être un XSS, celui-là c'est peut-être un LFI, celui-là c'est peut-être un SSRF, etc., etc.
Et en fait, il va nous dégager certaines URL qui vont pouvoir être pen-testées tout de suite après. Et donc derrière tout ça, donc ça, on lance tout ça en parallèle. Là, ça va se lancer en séquentiel parce qu'on n'est pas en remote, hein. Mais sur un système où il y a un remote, ça se lancera tout en parallèle. Et derrière, il y a Delphox qui va tourner sur tous ces tags identifiés par GF, dont la source est GF. Voilà, c'est ça. Et donc, sans plus attendre, on lance l'URL vuln sur la sortie texte du workflow d'avant, en fait. Donc là, on balance carrément le TXT du workflow d'avant. Je vous skip les détails de il faudrait remettre la rate limit, etc. Je balance le truc. Je lance le URL vuln et là, on voit que GF, il m'a identifié donc les XSS qu'on avait déjà identifiés avec d'autres outils, mais là, il nous les confirme que c'est des patterns de XSS, tout ça, et des LFI, des patterns de LFI, des patterns SSRF. Bon, il y en a qui s'overlap, hein, mais c'est normal. Des interesting parameters, de l'IDOR et du debug logique. Et derrière, en fait, Dalfox se lance sur bah, la liste des tags qui ont un paramètre vulnérable à une de ces attaques. Donc là, on voit tous ceux qui ont un cat égal, le HPP param, P égal, PP égal, machin. Tout ça, il l'a identifié comme étant des choses qui peuvent être attaquables, quoi. Et donc là, notre note d'Alphox, il me dit, bah là, je t'ai trouvé une XSS que je peux grep dans la page, je t'ai trouvé une autre XSS que je peux grep dans la page, je t'ai trouvé une reflected XSS. Donc reflected, c'est quand on met quelque chose dans l'URL, on le retrouve dans la page. Donc là, ça commence à être du sérieux. Et je t'ai trouvé une verified, même plusieurs, là, il y en a une autre qui arrive, une verified XSS dans cette page en me disant bah, comment j'ai fait pour la trouver. Je suis allé injecter ça sur la page. Là, il y a la data. Il y a même le payload, là, au cas où vous voulez le retaper sur Burp, etc. Vous pouvez le foutre direct dans votre URL comme ça. Mais là, il est déjà encodé, il est URL encoded direct dans l'output. Et donc, si on accède à cette page-là, on a bien ce qu'on a injecté ici, on l'a bien dans la page. Donc, on a bien une Reflected Verified XSS dans cette page-là. Alors, il n'y a pas d'alerte 1, donc je vais peut-être en chercher un autre où il y a une alerte 1. Comme ça sera la démo parfaite. Et voilà. Et là, on a celle-ci, donc la dernière que j'ai copiée, là, avec le script prompt value machin, qui nous balance notre XSS avec le alert 1, etc. Voilà. Donc là, on a trouvé la faille, une des failles, hein, parce qu'il y en a pas mal, et on va pouvoir passer à autre chose. Donc là, on est à 1h10. J'avais prévu une section aller plus loin, mais en vrai, on vous envoie tous les liens de la doc dans le chat. Et aller plus loin, c'est comment modifier un workflow, comment écrire un nouveau workflow, intégrer de nouvelles tasks, etc., etc. On va juste vous envoyer les liens dans la doc. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. On se dit qu'on se prend 3-4 minutes pour les questions. On est à 1h10, donc désolé pour le temps. On n'est pas loin de ce qu'on avait dit. Pas de souci, vous êtes bien niveau timing, vous inquiétez pas. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main pour les poser à l'oral ceux qui veulent, et sinon dans le 0x33, vous pouvez toujours mettre les questions aussi. J'espère qu'on vous a pas trop matraqué le crâne. Le meilleur moyen d'expériencer ça, c'est de le tester, hein. Franchement, vous balancez des bug bounty, vous balancez des hacks the box dessus et vous testez la bête, quoi. Alors, il y a peut-être des catégories de box qui vont être revues à la baisse après. On verra. Mais c'est marrant parce qu'il y a des trucs obvious qu'on trouve pas avec des outils automatisés et inversement, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on trouve facilement à la main, qu'on trouve pas avec des outils automatisés, et des choses qu'on trouve facilement avec les outils automatisés et qu'en pentest manuel, on trouvera pas, quoi. Alors, on a vu les XSS. Est-ce qu'il y a d'autres tools de détection? SQL Map. Alors, SQL Map en to-do. Voilà. SQL Map, le problème de SQL Map, c'est qu'ils n'ont pas d'output structuré, donc il va falloir écrire des parseurs et compagnie, et ça rajoute pas mal de dettes techniques. Mais bon, il n'y en a pas d'autres, hein, je crois, donc ça va être SQL Map sûrement.
C'est dans la to-do sur le repo. Sur le repo, si vous voulez voir ce qui est prévu, vous allez sur les issues et il y a une issue qui est pinée au sommet. Vous cliquez dessus et il y a, je sais pas, il doit y avoir 100, 150 outils qui sont là, qui attendent juste d'être intégrés. Si vous voulez vous en prendre une ou deux, allez-y. Faites-nous une PR et on intègre tout ça. Alors, à part Dalfox, qu'est-ce qu'il y a comme autre tool de Vulné? Bah, il y a Nuclei, hein. Il y a du WordPress, WP Scan. Lui va trouver genre tous les plugins sur un site WordPress, regarder si c'est vulnérable, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En vulné pur, si, il y a MSF Console qui est, on va dire, en early access slash alpha. Le but, c'est de pouvoir lancer des scripts Metasploit directement via C14 et de récupérer une sortie en JSON très compliqué pour l'instant. Si vous payez pas pour Metasploit, vous n'avez pas l'API, donc vous n'avez pas d'output JSON. Il faut parser la command line, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, on n'exclut pas de l'avoir, hein, quand même. Donc là, moi j'ai lancé deux, trois trucs avec Metasploit, ça marche. Mais bon, on aimerait bien avoir des outils équivalents qui sont mieux que ça, quoi, qui sont dans l'open. Et après, bon, il y a un outil de SYNT, il y en a deux même. Il y a H8 Mail et Maigret. Mais d'ailleurs, en ce moment, on est en train de se lancer un peu sur le Async et rajouter. Enfin, là, on va faire la prochaine partie, c'est plutôt Async sur quoi on se dirige. Ouais, le SYNT, on va pouvoir aller faire des workflows. Ah bah tiens, donne-moi un nom d'entreprise et tu vas chercher toutes les infos via tous les outils qu'on a, plus les noms des employés, leurs adresses email, aller chercher sur LinkedIn, aller chercher sur le dark web. Il y a pas mal de possibilités en fait, hein. Là, ça manque juste, on va dire, un peu de contrib en dehors de nous pour rajouter des outils et en faire un peu l'outil couteau suisse qu'on espère que ça va devenir, quoi. Pareil pour les workflows, hein, si vous avez des trucs que vous lancez tout le temps, allez-y, commencez à les automatiser et balancez-nous les workflows en PR et voilà, on sera ravis de regarder tout ça, quoi. Voilà, il y a d'autres questions ou pas? Pas pour l'instant. Ouais, la dette technique. Oui, pardon? Allô, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça, Du coup, moi, j'ai pas de questions, mais juste vous, juste vous féliciter pour la mise à la disposition de la communauté d'un tel outil qui facilite grandement toutes les tâches, hein, que ce soit au niveau du pentest, que ce soit au niveau du RET. En tout cas, c'est un excellent outil, en fait. Donc, toutes mes félicitations et puis également aussi mes félicitations. Très bonne présentation aussi. Merci. alors, Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci. Il y a une autre main levée, non, c'est la même. Je crois que c'est tout. bon, ça a l'air d'être bon, eux, ça. Ah, il n'y a pas assez de questions là, je vous ai trop matraqué le crâne, j'ai l'impression. Non, Ou mais alors c'était super clair. Je pense que c'était vachement clair du coup. oui, c'est possible aussi. Non, mais si vous êtes intéressé en tout cas si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, on est sur le Discord, la Dax the Box. On est aussi sur tous les réseaux, LinkedIn, Twitter, YouTube. Il y a même une vidéo sur YouTube si vous voulez aller la checker. Euh, et après, bah, par mail sur notre site, il y a des formulaires de contact, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Et ouais, même. Même direct sur Discord en MP, on vous répondra. Et bah, du coup, merci beaucoup pour la presse. C'était top. Et puis du coup, ouais, c'est un super outil. Je pense que va y avoir quelques stars qui vont tomber dans pas longtemps et pas mal de downloads à Allez, prévoir sur les prochaines semaines. voir les stars. Ils sont tombés. C'est Magnifique. Eh ben, merci pour l'opportunité, en tout cas, Euse, et merci à Psyray aussi, que j'ai rencontré via nos contribs sur Reengine. Et c'est gentil de nous avoir proposé de parler.
C'est vrai. Merci à Psyred d'avoir permis d'organiser le talk. Et du coup, Un merci à an. vous deux pour la Après, on va dire de temps actif, on est à de temps vraiment 24-24, on est à 4 mois. 24-24. 4-5 mois. Parce qu'en parallèle, on développe une UI, donc il faut compter aussi ce temps-là à part. Et notre entreprise aussi, parce que du coup, Et la boîte. on fait Donc, pas mal de prospection à côté, du coup, on n'a pas trop le temps de passer tout notre temps à dev, du coup. voilà. Donc on attend vos contribs aussi. Et si vous avez des propositions de travail, on est ouvert. Bien sûr, hein, il faut faire de la pub. Voilà. Je passe la main, ça se passe comment là? Je rends la main. Ouais, t'inquiète, je vais faire monter le prochain sur scène et le mettre en présence. Allez, parfait. Bah, j'arrête Ça mon marche. stream et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.